Donc, dans ce texte, Étienne Bimbenet, qui est un philosophe contemporain, il doit avoir fin de la quarantaine aujourd'hui, euh, Bimbenet va s'intéresser à la question des langages animaux. Et la question qui va déterminer son analyse, c'est de savoir dans quelle mesure le langage humain permet d'éclairer notre rapport aux langages animaux. Est-ce que les catégories du langage humain sont aptes à euh, l'analyse des formes de communication et d'expression strictement animales, ou est-ce qu'il faut y renoncer pour décréter que les langages animaux resteront à tout jamais pour nous un mystère? Quel est ce langage pour nous dont nous partons toujours pour comprendre les autres langages? Il est essentiellement, nous venons de le voir, un acte public, la déclaration du dit à l'adresse de nos semblables. Le langage humain va à l'être en même temps qu'il va aux autres. Il ambitionne de dire la réalité elle-même parce qu'il désigne celle-ci, avant même de la connaître, comme un bien commun, un thème dont peuvent s'emparer tous ceux qui parlent. Or, cette structure indécomposable, solidarisant à jamais le rapport à autrui et le rapport au monde, est précisément ce qu'on peine à retrouver chez l'animal. Seraient à distinguer apparemment irréductibles deux axes, l'un social ou latéral, l'autre référentiel ou frontal. J'avais parlé d'horizontalité pour l'axe social la dernière fois, et d'axe vertical aussi pour l'axe sémantique. Alors, le chant des oiseaux, comme celui des grands mammifères marins, se laisse clairement ordonner sur l'axe des régulations sociales et des réassurances du lien entre congénères. Ce qu'on en sait pour l'instant les situe en effet du côté d'une logique duelle, d'individu à individu, et non tierce ou sémantique, un individu en informant un autre sur un état du monde. L'oiseau chanterait pour attirer les femelles de même espèce et marquer son territoire, etc. Ainsi, les régularités du chant sont-elles fonctionnelles? Sans elles, pas de convergence des partenaires sur la manière de produire, utiliser un chant donné. Il n'empêche qu'elles ne participent aucunement d'un dire du monde. Nous dirions volontiers inversement que la danse des abeilles nous situe sur l'autre axe, non plus l'axe communicationnel ou duel, mais l'axe frontal du rapport au milieu. On sait en effet que la danse de l'abeille qui revient à la ruche chargée de pollen est immédiatement suivie du départ des congénères vers le lieu du butin. Tout se passe comme si la danse avait livré la bonne information sur l'orientation et la distance, mais aussi sur la nature de la prise. La référence est ici efficace. Mais que dire de la communication? En réalité, chaque abeille suit sa tâche propre. L'abeille qui danse se réfère au butin, mais par la seule répétition du trajet parcouru, et sans égard pour la transmission de cette information. Ici, Bimbenet note que l'abeille qui revient à la ruche effectue cette danse même si la ruche est vide. Quant aux abeilles recrutées, elles décryptent la danse en recevant une information immédiatement utile et utilisée, chacune pour soi. Manque l'intention de communiquer avec autrui, dans un sens, adresse, ou dans l'autre, écoute. La danse des abeilles donne à voir une référence parfaitement efficiente qui reflète fidèlement la situation, mais que n'accompagne aucune communication véritable. Alors que nous dit Bimbenet dans ce texte? Bimbenet nous dit que nous pouvons effectivement partir du langage humain pour tenter de comprendre les langages animaux. Et en particulier, nous pouvons partir des deux catégories axiales, centrales du langage humain, à savoir un axe sémantique, l'axe de la signification, l'axe donc que Bimbenet nomme frontal. Il s'agit de dire le monde, de se référer au réel, de parler du monde, et un axe social, latéral, qui est celui de la communication, qui est en fait la question du partage de la syntaxe et du vocabulaire.
Or, que constatons-nous? Benbenet fait au fond le même constat que Claude Lévi-Strauss au début des structures élémentaires de la parenté, à savoir qu'on trouve tous les éléments du langage humain chez les animaux, mais jamais le système. On trouve l'axe sémantique, on trouve l'axe communicationnel, mais jamais les deux. Nunca los dos. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que les bêtes, les animaux, ne parlent pas comme les êtres humains. Exemple d'acte communicationnel pur, le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux a la valeur d'un pur signal social qui peut être effectivement codifié, mais qui ne dit rien du monde extérieur. C'est un pur acte de communication, de signalement de sa présence aux membres de son espèce. Un petit peu comme, je sais pas moi, le sonar d'un sous-marin qui émet un son et qui ne veut rien dire. Le chant du loup. Et exemple d'acte sémantique pur, il y avait aussi sur Facebook une fonction, alors je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est le poke. Ça existe encore ça? Ah bon. En gros, ça servait à harceler les gens et c'était coucou, t'as vu, je suis là. C'était atroce. Je pensais qu'on avait supprimé cette fonctionnalité de Facebook, mais bon. Ça consistait à effectivement dire simplement je suis là. C'est littéralement ce que ça veut dire en anglais d'ailleurs. To poke, ça veut dire pousser gentiment quelqu'un. Mais bon. Exemple de d'actes sémantiques purs, c'est-à-dire d'actes significatifs purs. La danse des abeilles. Chaque abeille qui rentre à la ruche effectue une danse qui exprime la direction, la distance, la nature du butin, du pollen. Et cette danse n'est adressée à personne. Dans le meilleur des cas, elle est accueillie comme une information par les autres abeilles, mais l'abeille qui danse, danse pour elle-même, d'une certaine manière. Comme Denis Lavant à la fin de Bon Travail. Faut que vous voyez ce film. Alors, il ne s'agit pas d'établir une... C'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche de Benbenet, qui est à mon avis moins chargée de valeur, moins moralisatrice euh, que celle de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'était quand même, vous avez vu, les chimpanzés, c'est quand même pas tout à fait des hommes. Benbenet n'est pas dans cette démarche, à mon avis. Ce que dit Benbenet, par exemple, c'est que en particulier pour les abeilles, leur manière d'exprimer un état du monde est beaucoup plus efficace que ne peut le permettre le langage humain. Donc, c'est pas une question de perfection du langage ou d'imperfection du langage animal. Le langage animal
les langages d'animaux, devrait-on dire, sont bien plus perfectionnés parfois que le langage humain. Imaginez que vous soyez obligé d'expliquer à quelqu'un dans la rue comment vous rendre à Moscou à pied. Compliqué, hein. C'est-à-dire, tu prends la prochaine à droite, là, tu vois, et puis tu continues, on va dire, pendant 300 ou 400 kilomètres. Et là, à la fin, tu verras un rond-point, et voilà, c'est Moscou. Ça va être compliqué. Les abeilles sont capables de faire ça à leur échelle. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'indiquer à leurs congénères, plutôt d'exprimer, des distances absolument gigantesques par rapport à leur taille. Par rapport à leur taille. Ok. Et de la même manière, en termes d'instruments de communication extraordinaires, bah, le champ des mammifères marins, ça traverse des centaines de kilomètres. Imaginez que, bah, voilà, sans comment transmettre un positionnement de cette manière-là. Les êtres humains se sont inspirés du chant des baleines pour localiser les sous-marins. Je vois que certains d'entre vous ont vu Il faut sauver Willy. Alors, je fais le deuxième aparté, c'est la question des différences de classe et la question des inégalités sociales. On va lire un texte de Jean-Louis Harwell, tiré de l'essai sur l'inégalité, écrit en 1984, c'est le chapitre 2. Ça commence page 5 et ça finit page 7. Je vais lire l'ensemble du texte, bien qu'il soit long. C'est bien ça? Pardon? Oui, si vous voulez. Ouais, ouais, tout à fait. C'est la culture. C'est la culture. Alors, j'ai le texte. Dans le cadre d'une société traditionnelle, réaliser l'égalité entre les hommes signifiait une généralisation de la condition paysanne. Chaque chef de famille est un petit paysan libre qui travaille une terre. Chaque famille est absorbée par le souci quotidien des tâches agricoles. La productivité du travail est faible, si bien que la production suffit tout juste en moyenne à nourrir la population, pour peu que celle-ci soit abondante. Dans une telle société, personne n'a les loisirs nécessaires à une activité intellectuelle. Au printemps, en été, à l'automne, les travaux des champs exigent une activité soutenue, de l'étoile du matin à l'étoile du soir. Durant la morte saison et le repos de la nature, le travail agricole proprement dit s'interrompt. Mais c'est alors le moment de se livrer à 1000 tâches indispensables. Construire une grange, élever des murs de pierres sèches, confectionner des manches d'outils, couper du bois, tresser des paniers d'osier ou d'écorce. Tous ces travaux absorbent l'essentiel de l'hiver. Certes, il y aura bien un certain nombre de fêtes avec des jeux, des danses, des chants. Tout cela n'est guère différent de la vie de n'importe quel village médiéval, seigneur en moins. Il est vrai que cela compte. Mais fondamentalement, la condition humaine n'est pas changée. Malgré une vie laborieuse, on est soumis à la pauvreté, à la maladie, à la mort précoce. Surtout, les conditions historiques étant supposées les mêmes, la vie culturelle d'une même société ne soutient pas la comparaison avec celle d'une société inégalitaire. Dans toutes deux, on trouve en effet une culture populaire faite de traditions orales, de légendes, de rites, de coutumes, de croyances et un savoir-faire qui, appliqué à la pierre, au bois, à la terre, à la paille, parfois même au métal, aboutit à la réalisation de constructions modestes et d'objets frustes, mais non point sans charme. Mais en plus, dans la société inégalitaire, on trouve quelque chose qui n'existera pas dans la société égalitaire, une culture savante, c'est-à-dire une vie intellectuelle active, reposant sur la lecture et l'écriture, ainsi que des productions artistiques nombreuses et élaborées. Culturellement, l'inégalité était donc infiniment plus féconde que l'égalité. Durant les millénaires de la période pré-industrielle, une société égalitaire était condamnée
à être culturellement très pauvres. Et cela s'explique très bien. Lorsqu'un roi ou un prince décide l'édification d'un palais, lorsqu'un abbé lance la construction d'une église, quand un grand seigneur ou un riche bourgeois font l'acquisition d'un objet d'art, ils affectent à cette réalisation ou à cet achat une fraction des fruits du travail de centaines ou de milliers de paysans, et cela pour des années, voire des décennies, ou même des siècles. Et il en est de même lorsque le souverain ou un grand personnage font une pension à un écrivain ou à un savant. C'est d'ailleurs encore plus simple lorsque l'intellectuel est riche. Le prélèvement sur le labeur paysan qui constitue en général ses revenus se trouve automatiquement affecté à l'accomplissement de son œuvre scientifique, philosophique ou littéraire. Ce qui fait à la fois l'injustice et l'efficacité de ce système, c'est qu'on ne demande en aucune façon l'avis de ceux qui paient en dernière analyse, c'est-à-dire les travailleurs ruraux. La décision ne se situe pas à leur niveau. Il est clair en effet que de même les paysans n'auraient jamais consenti à voir rogner leur ration alimentaire pour permettre à Jean Bulan de déployer ses talents à Chantilly, à Pierre Lescot au Louvre, à Mansart à Versailles et dans tant d'autres édifices. Pas davantage il ne l'aurait accepté pour rendre possible l'œuvre de cette infinité de savants, de poètes, d'auteurs de théâtre, de musiciens, de peintres, de sculpteurs, d'ébénistes, de bronziers d'art, à qui nous devons l'essentiel de notre patrimoine culturel et dont les noms nous remplissent les pages des dictionnaires et des encyclopédies. De tout cela, une société égalitaire du passé, exclusivement paysanne et toujours menacée par la pénurie, n'aurait absolument pas vu l'intérêt. Tout au plus, les paysans d'une communauté villageoise eussent-ils consenti quelques sacrifices pour leur église, pour de rares équipements publics, pour faire vivre un forgeron, un prêtre, un conteur, un vielleux. Là se fut arrêtée leur contribution aux sciences, aux lettres et aux arts. L'immense patrimoine intellectuel et artistique dont nous bénéficions n'aurait pas vu le jour. La réalisation dans le passé d'une société égalitaire aurait entraîné la destruction ou l'abandon des instruments de culture et des œuvres d'art existants. Et la production intellectuelle et artistique ne serait pas interrompue. En effet, ceux des ex-privilégiés qui n'auraient été ni massacrés ni proscrits eussent perdu leur situation et leurs revenus. Ils se seraient vus contraints de travailler physiquement pour vivre. Plus question donc de se livrer à des activités intellectuelles ou artistiques. Plus de ressources pour faire des pensions aux savants, aux écrivains, aux artistes, plus d'argent pour faire bâtir et acquérir des œuvres d'art. C'eût été la disparition du mécénat, des commandes et par contre-coup, celle de la vie intellectuelle et artistique. Il ne faut pas penser qu'une société égalitaire, agraire, laborieuse et pauvre, faisant nécessairement du travail physique sa vertu suprême, aurait eu pour politique de permettre à une fraction de ses membres de vivre dans le loisir, aux frais de la communauté, afin de se livrer à des activités intellectuelles et artistiques. Jamais les masses paysannes du passé n'auraient considéré de telles occupations comme une autre forme de travail, utilisée d'une certaine manière à la collectivité. Utile d'une certaine manière à la collectivité. À leurs yeux, les arts, les sciences, la lecture, l'écriture ne constituaient qu'un luxe de privilégiés, ce qui était d'ailleurs objectivement vrai. Tout autant que le luxe et le faste dont s'entouraient les riches, le simple fait d'être un intellectuel suscitait l'hostilité et la haine du peuple. Je rajoute le L'. Que l'on se souvienne de ce passage d'Henri VI, dans lequel les révoltés anglais commandés par Jack Cade considèrent le fait de savoir lire et écrire comme le symbole de l'inégalité sociale, et donc comme une pratique scandaleuse, passible, aux yeux des gens du peuple, de la mort. Smith. Le clerc de Chatham, il sait écrire et lire et compter. Oh, monstruosité! Nous l'avons surpris faisant des modèles de lettres pour les enfants. Voilà un coquin! Il a un livre dans sa poche avec des lettres rouges dedans. Et c'est donc un sorcier! Il sait dresser des contrats et écrire en grosses lettres. J'en suis fâché pour lui. L'homme m'a l'air d'être un brave type, sur mon honneur. À moins que je ne le trouve coupable, il ne mourra pas. Approche, l'ami, il faut que je t'examine. Quel est ton nom? Emmanuel. D'habitude, ils écrivent ça en tête de lettres. Ça va mal pour vous. Laisse-moi lui parler. As-tu l'habitude d'écrire ton nom? Ou as-tu ta marque particulière comme un simple honnête homme?
Dieu merci, monsieur, j'ai été assez bien élevé pour savoir écrire mon nom. Il a avoué qu'on le zigouille. C'est un coquin et un traître. Qu'on le zigouille, je le veux, et qu'on le pende avec sa plume et son écritoire au cou. Ainsi, l'homme du peuple, qui mène une existence rude, dont le niveau intellectuel est resté très bas du fait de sa quasi-absence de formation de son temps, presque exclusivement consacré depuis l'enfance aux activités de production nécessaires à sa subsistance, ne peut même concevoir que, placé dans d'autres conditions, il aurait pu être lui aussi intéressé par la lecture, l'écriture, l'art. Pour les masses populaires, ni les sciences, ni les lettres, ni les arts ne pouvaient, quel que fussent le temps et l'énergie consacrés à les cultiver, être considérés comme un travail. Elles y voyaient une lubie de riche, une fantaisie d'oisif, de désœuvré, et donc d'exploiteur, puisque ne produisant pas lui-même sa subsistance. Jamais, dans le monde pré-industriel laborieux et pénurieux, une société égalitaire n'aurait accepté de maintenir en son sein une certaine inégalité afin de favoriser la formation et les progrès d'un patrimoine intellectuel et artistique. On n'en aurait pas vu l'utilité. Alors, que nous dit Jean-Louis Harwell dans ce long extrait de l'essai sur l'inégalité? Harwell, dans ce texte, montre que l'égalité, et plus encore l'égalitarisme social, a pour conséquence structurelle d'interdire, d'empêcher la constitution d'un patrimoine culturel. Dans les sociétés égalitaires, donc, et imaginons dans des sociétés égalitaristes, telles qu'il y en eut chez certains hérétiques chrétiens au Moyen Âge, dans des sociétés égalitaristes, la vie intellectuelle, culturelle, artistique aurait stagné, voire aurait disparu. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Pour des raisons strictement démographiques et économiques. Pourquoi en est-il ainsi jusqu'à la Révolution, jusqu'à la première révolution industrielle, et on va dire jusqu'au milieu du XIXe siècle? Les gens font beaucoup d'enfants, il faut donc les nourrir. Or, la Terre ne peut pas les nourrir. Et donc, les sociétés humaines, jusqu'à la révolution industrielle, sont dans un état de tension où il faut faire des enfants pour pouvoir cultiver la terre, mais plus on fait d'enfants, et moins on peut les nourrir. C'est le serpent qui se mord la queue jusque dans les années 1830-1840 en France, et on va dire jusque dans les années 1900. C'est quand le grand bond en avant? Je suis impardonnable de ne pas savoir ça. Moi qui aime la Chine de toute mon âme. Le grand bond en avant, 58-60. 1958-1960. Le grand bond en avant où la politique du grand timonier, le regretté Mao Tse-tung, fait quasiment plus de morts que fait plus de morts que le Troisième Reich. Les gens crèvent de faim. Okay. Alors, il y a des famines donc dans le monde qui, et encore, les dernières, enfin, il y a encore des famines, il me semble, dans certaines régions désertiques de l'Afrique. Moi, je me rappelle, dans les années 90, quand j'étais petit, on parlait de la Somalie comme une terre de famine. Donc, dans des sociétés traditionnelles de ce genre, telles qu'elles ont existé depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, on est à la merci du moindre refroidissement climatique.
Alors, il y a des économistes très sérieux qui expliquent la Révolution française par des facteurs climatiques. Il a fait plus chaud au début du XVIIIe siècle, les récoltes ont été meilleures et la population française a augmenté bien davantage que dans d'autres pays d'Europe. On est, je crois, 20 millions dans les années 1770, les Anglais sont 5 millions. Donc on peut les écraser, c'est bien ça. En revanche, il va y avoir un refroidissement climatique, il va y avoir des hivers très rudes dans les années 1770, grosse famine avec en plus beaucoup de gens à nourrir, puisqu'il y a eu une augmentation de la population au début du XVIIIe siècle, forcément, il va y avoir des famines, il va y avoir les crises de la farine, et donc la Révolution française pourrait s'expliquer en grande partie par des facteurs climatiques. Je reviens à Roland Barthes, le temps qu'il fait. Et oui, la météo, ça compte en histoire. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Cela signifie que, au fond, si on avait supprimé les inégalités sociales, si on avait supprimé les inégalités sociales dans les sociétés traditionnelles, ça n'aurait strictement rien changé à la condition paysanne. Ça aurait simplement fait disparaître la classe sociale qui, directement ou indirectement, était porteuse de la vie intellectuelle et culturelle de ces sociétés. Enfin, dans toutes les sociétés qui sont devenues des civilisations, on observe cette structure sociale pyramidale. Généralement, c'est toujours la même. Vous avez la masse des paysans, une caste de guerriers et une caste supérieure encore de prêtres qui animent la vie intellectuelle, spirituelle de la société, qui savent lire et écrire et qui commandent en fait à des artisans l'édification d'édifices. C'est vrai chez les Français, c'est vrai chez les Mayas. C'était vrai dans l'Empire d'Alexandre, le grand, hein, pas celui que... Hein. Et c'était vrai chez, donc, je ne sais pas moi... dans les empires du centre de l'Afrique. Toutes les sociétés traditionnelles pré-industrielles partagent cette structure. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que les origines de la culture sont cruelles. Les origines de la culture sont cruelles, elles sont fondées sur une inégalité sociale aussi injuste qu'efficace, dit Harwell. On ne demande pas son avis aux paysans lorsqu'on lui prélève sa récolte pour construire le château de Versailles. Mais, dit Harwell, imaginons qu'on redistribue le patrimoine de la noblesse et du clergé
à la paysannerie. Bah, chaque paysan repart avec un gravier du château de Versailles, un pavé à la limite, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que si on redistribue les revenus qui ont été, on pourrait dire, spoliés par la noblesse et le clergé, pour dire très simple, si on redistribue ça, ça ne fait aucune différence à l'existence concrète, matérielle, de la paysannerie. Oui. Alors, la question de la culture populaire, c'est ça? Euh, oui, mais la culture populaire dépend en grande partie, nous dit Harwell, de la culture euh, nobiliaire. C'est-à-dire que les artisans qui appartiennent au milieu populaire, enfin, d'une certaine manière, c'est quand même l'aristocratie des milieux populaires, et au sein des milieux populaires, il y a une inégalité sociale. Ces artisans se forment et travaillent pour les nobles, et ensuite ils reviennent chez eux avec leur savoir-faire, et à ce moment-là, ils peuvent travailler pour eux. Mais c'est marginal, si vous voulez, et sans la culture nobiliaire, ils ne feraient pas ça. Ils seraient au travail comme les autres, à cultiver la terre. Qu'est-ce qui change à partir de la deuxième révolution industrielle? Quelque chose de fondamental. Premièrement, euh, le rendement des sols est démultiplié. Et donc on va pouvoir nourrir à leur faim beaucoup plus de gens, une portion croissante de la population. Et parallèlement, on va avoir besoin de moins en moins de bras pour cultiver la terre. C'est les phénomènes d'exode rural qu'on voit apparaître au milieu du XIXe siècle. Et on voit aussi la concentration des terres. Les terres agricoles deviennent de plus en plus vastes et de moins en moins parcellaires. Et par conséquent, à partir du moment où l'agriculture n'est plus le destin de 90%, 95% de la population, alors seulement les activités culturelles qui étaient réservées à une élite et considérées comme une perte de temps jusque-là par les milieux populaires, ben, ces activités culturelles commencent à être valorisées. On voit ça très bien avec le phénomène de scolarisation des jeunes garçons en Europe, en France en particulier. L'école obligatoire, c'est 1881, mais en réalité, dès les années 1850, il y a plus de la moitié des enfants qui vont à l'école primaire, qui reçoivent une éducation primaire, et donc qui savent lire et écrire dans les années 1850. 30 ans plus tard, en fait, on a une loi qui encadre quelque chose qui est déjà une pratique profondément ancrée dans les mœurs. Tout simplement parce que la société et la structure économique de la société a changé. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, on attaque la troisième partie du cours, enfin, on l'attaque, on l'effleure. Grand 3, identité et altérité, rester soi-même avec les autres.
Oui, oui, à votre avis? Oui. Faut vraiment, évidemment que oui. C'est pour la distinction expression-communication, ça me semble très bien. Après, vous pouvez vous en servir sans le citer. Bon. Alors, grand A, problème, reconnaître la pluralité des cultures, est-ce se condamner à leur relativité? On va lire un texte célèbre de Montaigne, qui généralement suscite des réactions. Donc c'est un texte qui est tiré de l'Apologie de Raymond Sebon, qui parle de la beauté. Ça sera la transition toute trouvée pour le cours sur l'art et sur le goût, qu'on fera après, je pense. Quant à la beauté du corps, c'est ça, page 9. Quant à la beauté du corps, donc attendez, simplement un truc, Montaigne, c'est la fin, la deuxième moitié du XVIe siècle. Montaigne écrit en moyen français, donc si vous lisiez Montaigne dans le texte, je pense que vous auriez beaucoup de mal à comprendre. Là, c'est ce qu'on appelle une translation, c'est-à-dire pas une traduction en français moderne, mais une espèce de modernisation tout de même de la langue de Montaigne. Il y a des tournures de phrases qui vont vous sembler rigolotes, euh, un peu désuètes, mais je pense que vous allez comprendre le sens du texte. Quant à la beauté du corps, avant de passer outre, il me faudrait savoir si nous sommes d'accord avec sa description. Il est vraisemblable que nous ne savons guère ce que c'est que la beauté en nature et en général, puisqu'à l'humaine est notre beauté. Nous donnons tant de formes diverses, de laquelle, s'il y avait quelques prescriptions naturelles, nous la reconnaîtrions en commun, comme la chaleur du feu. Nous en imaginons les formes à notre guise, et comme l'écrit Properce, le teint belge serait laid sur un visage romain. Les Indes la peignent noire et basanée, aux lèvres grosses et enflées, au nez plat et large, et chargent de gros anneaux d'or le cartilage d'entre les narines pour faire pendre jusqu'à la bouche, comme aussi la lèvre inférieure de gros cercles enrichis de pierreries, si bien qu'elles leur tombent sur le menton et elles leur grâce de montrer leurs dents jusqu'au-dessous des gencives. Au Pérou, les plus grandes oreilles sont les plus belles, et les étendent autant qu'ils peuvent par artifice. Et un homme d'aujourd'hui dit avoir vu en une nation orientale ce soin de les agrandir en tel crédit, et de les charger de pesants joyaux qu'à tous les coups il passait son bras vêtu au travers d'un trou d'oreille. Il est ailleurs des nations qui noircissent les dents avec grand soin, et ont un mépris de les voir blanches. Ailleurs, ils les teignent de couleur rouge. Non seulement au Pays basque, les femmes se trouvent plus belles la tête rase, mais assez ailleurs, et qui plus est, en certaines contrées glaciales, comme dit Pline. Les Mexicaines, ça c'est j'adore, les Mexicaines comptent entre les beautés la petitesse du front, et où elles se rasent le poil par tout le reste du corps, elles le laissent pousser au front, et en ont en si grande recommandation la grandeur des tétins, qu'elles affectent de pouvoir donner la mamelle à leurs enfants par-dessus l'épaule. Nous imaginerions ainsi la laideur. Les Italiens façonnent la beauté grosse et massive, les Espagnols maigres et soignés, et parmi nous, l'un la fait blanche, l'autre brune, l'un molle et délicate, l'autre forte et vigoureuse, qui demande de la mignardise et de la douceur, qui de la fierté et de la majesté.
tout ainsi que la préférence en beauté que Platon attribue à la figure sphérique, les épicuriens la donnent à la pyramidale et ne peuvent accepter un dieu en forme de boule. Alors, ce texte est absolument génial et vraiment, je me souviendrai longtemps des Mexicaines. Alors, que nous dit Montaigne dans cet extrait célèbre de l'Apologie de Raymond II? Bon, j'en parle 5 minutes parce que nous n'avons que 5 minutes, je reviendrai là-dessus en détail et de manière approfondie tout à l'heure. Montaigne dit la chose suivante. Tout ce qui relève de la nature est reconnu de manière universelle. La chaleur du feu est naturelle car le feu brûle tout le monde. Qu'en est-il de la beauté? Si la beauté était naturelle, chacun la reconnaîtrait de la même manière. Or, chaque culture, mais peut-être aussi, on verra ça tout à l'heure, chaque individu a sa propre sensibilité, se fait sa propre conception de la beauté. Or, ce que dit Montaigne, pour aller très vite, ce que dit Montaigne, c'est que ce ne sont pas que des simples différences d'appréciation qui sont en jeu. Ce sont des valeurs, des croyances qui peuvent entrer en conflit. Si chaque culture se fait sa propre conception de la beauté, la fin du texte indique aussi que chacun se fait sa propre conception de Dieu. C'est le passage sur la forme sphérique, pyramidale, ou pyramidale de Dieu, sphérique chez Platon, pyramidale chez les épicuriens. Et qu'au fond, on peut très bien reconnaître la pluralité des cultures tout en reconnaissant leur caractère potentiellement conflictuel. C'est quelque chose que nous allons voir, que nous allons examiner de manière critique aussi, parce que le texte de Montaigne est d'une très grande ambiguïté. Je vais vous donner un exemple, mais la description qu'il fait de la beauté féminine à travers les continents, c'est quelque chose qui, moi, quand j'étais petit, j'avais lu ça, je devais avoir 13-14 ans. J'ai été fasciné par ça. Je voulais voir. Je voulais voir. Alors évidemment, j'avais 13-14 ans. Je voulais voir. Et c'est ça qui est fascinant dans le texte de Montaigne, c'est que Montaigne nous dit, voilà, ça c'est le spectacle de la laideur même. Ouais, enfin, moi ça m'intéresse si vous voulez. Je voulais voir cela parce que j'étais persuadé que je n'aurais pas trouvé ça laid. J'aurais trouvé ça fascinant, j'aurais trouvé ça intriguant. Et au fond, c'est tout le charme du texte de Montaigne, c'est de nous faire voyager, alors évidemment à travers des clichés, à travers quelque chose qui relève peut-être autant de la fiction que de la réalité. Mais ce qui est très intéressant dans le texte de Montaigne, c'est qu'il arrive, par le charme de la langue, à nous rendre fascinants, ce qui devrait nous sembler repoussant. Voilà. Et je m'arrête là parce que j'ai pas le temps de vous en dire plus. On reprend ça tout à l'heure. Oui.